Bonsoir à tous, bienvenue à cette table ronde sur le consentement organisée par le groupe Égalité du Parti socialiste genevois. Donc, je vais vous résumer deux, trois choses techniques pour ceux qui sont notamment sur Facebook Live. Donc, au niveau du Facebook, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Et puis, par contre, pour avoir accès à la traduction en anglais, il faut passer sur Zoom. Donc, il faudrait aller sur le descriptif de l'événement et ensuite, il y a un lien Zoom et quand vous êtes sur Zoom, vous pourrez changer la langue pour entendre toute la conférence en anglais. Donc, if you want to have the English version of this conference, Si vous voulez la version anglaise de la conférence, vous devez cliquer sur le lien Zoom. Ensuite, vous allez dans la salle Zoom et vous pourrez choisir la langue de votre choix. En anglais, par exemple, pour entendre toute la conférence en anglais. Merci beaucoup d'être venu. On va commencer par présenter rapidement le groupe Égalité. Ça va être la tâche de la coprésidente du groupe Égalité, Amanda Ojalto. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là ce soir avec nous. Donc, nous sommes un groupe de travail du Parti socialiste genevois qui traite sur les questions d'égalité au sens large. Nous organisons des événements politiques en lien avec l'actualité ou avec des questions de fond qui traitent de féminisme ou d'égalité, comme je le disais. Pour l'année 2020, nous avons organisé à peu près une dizaine de réunions qui ont traité sur des thématiques assez larges comme l'homophobie, la parentalité pendant le Covid, les violences faites aux femmes et l'intersectionnalité. Toutes ont été organisées en lien avec des associations féministes ou des associations concernées par la thématique, ce qui était vraiment un bon moment de partage. Le 8 mars 2020, nous avons également organisé un brunch avec les femmes migrantes afin d'avoir un contact avec elles, comprendre leurs besoins et leurs réalités. C'est aussi un très bon moment. Et puis, bien évidemment, nous sommes un relais pour nos élus, tant à Berne que au Grand Conseil de Genève. Donc voilà, merci d'être là. Merci Amanda. Voilà. Nos intervenants à présent, donc nous avons le plaisir d'accueillir Sylvia Ingolsdottir Ackermark, qui est une avocate suédoise qui a été procureure à Stockholm pendant 8 ans, avant l'entrée en vigueur de la loi, mais qui s'est engagée pour défendre cette nouvelle loi suédoise sur le consentement depuis plusieurs années. Parce qu'elle défend en tant qu'avocate des victimes de violences sexuelles et puis des victimes de traite d'êtres humains. Elle s'exprime sur cette loi régulièrement au niveau international. Nous avons la chance de l'inviter parce que c'était un conseil de Amnesty International notamment qui l'avait invitée déjà il y a 2 ans à Berne pour parler de cette nouvelle loi. Autre intervenant, on a Carlos Omaruga, qui est donc avocat et conseiller d'État. Il est membre de la commission des affaires juridiques au Conseil d'État au Parlement, qui est donc la commission juridique qui a fait le projet de loi dont nous allons parler. Il est également président de la SLOCA suisse et c'est un parlementaire socialiste engagé pour la démocratie et les droits humains depuis maintenant bientôt 20 ans au Parti socialiste. Merci d'être là. Et puis, nous avons Clara Schnevely, qui est avocate au collectif de défense. Elle est membre du comité de l'Association des juristes progressistes et elle défend aussi régulièrement des victimes de violences sexuelles. Elle a signé un article dans la revue juridique Plaidoyer sur cette question de consentement il y a déjà 2 ans en proposant clairement que le consentement soit aussi ajouté dans le droit suisse. Pour commencer, je vais donc présenter l'objet de la réforme pénale suisse dont il est question. C'est une partie un peu technique, donc je vous prie de me suivre là-dessus, mais c'est une introduction nécessaire parce qu'ensuite on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans les aspects juridiques et donc on a besoin d'avoir ce petit cadre. Donc, la définition actuelle dans le code pénal du viol et de la contrainte sexuelle, c'est les articles 189 et 190 du code pénal, sont, en tout cas au niveau du viol, c'est une définition genrée. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir viol que d'un homme sur une femme. Donc ça c'est déjà chose importante et il s'agit d'un viol avec une pénétration. Donc c'est un acte sexuel avec une pénétration.
La contrainte sexuelle, c'est plutôt un acte sexuel sans pénétration. Maintenant, tout cela et les deux actes, le viol et la contrainte sexuelle, en fait, ont donc une condition, un élément obligatoire dans cette loi qui est la contrainte ou la violence. On parle de menaces, de contraintes, de violence, de pression psychologique, donc ça peut être une violence physique ou psychologique, et c'est important à retenir. Maintenant, en 2018, la Suisse avait signé la Convention d'Istanbul qui est entrée en vigueur en 2018. Et à partir de là, la révision qui était en cours du droit pénal a pris un petit peu une autre couleur. Ça veut dire on avait prévu de changer un peu la loi, mais on se rend compte que pour être conforme à la Convention d'Istanbul, il faut la changer davantage. Donc, le Parlement a repris sa copie et a proposé déjà, c'était à ce moment-là, un troisième projet de révision de ces articles qui est sorti le 28 janvier 2021, donc il y a 2 mois, pour une période de 3 mois de consultation de la population, des institutions, des associations et de la société civile qui durera jusqu'au 10 mai. Donc toutes ces associations et ces groupements ont jusqu'au 10 mai pour déposer une prise de position pour dire ce qu'elles pensent de ce projet. Évidemment, les individus peuvent le faire aussi, mais ce n'est pas forcément le but principal. Enfin, si vous avez des institutions que vous connaissez ou des associations qui n'ont pas encore pris position, j'en profite pour dire directement que ce serait pas mal de s'intéresser à ce projet. Le projet lui-même, il propose deux choses principales sur lesquelles on va se focaliser ici. C'est d'abord, dans l'article 190, une extension de la définition du viol en fait à tous les genres. Donc on passerait de cette définition d'une pénétration d'un homme sur une femme à une pénétration quel que soit le genre de la personne. Et ça, c'est à saluer. Qui plus est, la pénétration, ce serait aussi les actes analogues à l'acte sexuel. C'est l'une des variantes du projet actuellement, c'est la variante qui nous intéresse le plus. Maintenant, il y a un deuxième élément qui est encore plus saillant dans ce projet de réforme, c'est l'introduction d'un nouvel article, qui est l'article 187A, et qui viendrait s'ajouter à la hiérarchie actuelle de ces articles 190 et 189 en dessous. Donc, on aurait le viol, on aurait la contrainte sexuelle et on aurait ce qui s'appelle les atteintes sexuelles, 187A nouveau. Et là, ce seraient donc des actes sexuels commis contre la volonté de la personne. Donc, contre la volonté, une volonté qui donc devrait être exprimée verbalement ou non verbalement. Maintenant, c'est cette partie-là qui nous intéresse notamment parce que c'est cette idée de ce qu'on appelle en fait le modèle non, c'est non. La solution non, c'est non, c'est aussi celle qui est appliquée dans certains pays comme l'Allemagne ou l'Autriche, mais ce n'est pas celle qu'il y a notamment en Suède, parce que la Suède, elle a adopté une solution plutôt oui, c'est oui, qui ne dit pas contre la volonté, donc les actes sexuels contre la volonté, mais on dit les actes sexuels sans le consentement. Et on verra aujourd'hui qu'est-ce que c'est que vraiment cette différence qui peut sembler celle d'une petite formulation, mais qui a une grande importance. Le projet suisse, donc actuellement tel qu'il est présenté, n'est pas conforme à la Convention d'Istanbul. Et ça, c'est difficilement débattable parce que, en fait, l'article 36 de la Convention d'Istanbul dit clairement qu'il faut punir les actes non consentis. Et donc, à ce niveau-là, on voit que la définition contre la volonté ne rentre pas dans ce cadre-là. La deuxième chose, c'est que la hiérarchie qui est proposée d'avoir un article supplémentaire, c'est contraire déjà à une opinion du Grevio notamment. Donc le Grevio, c'est l'organe chargé de contrôler l'application de la Convention d'Istanbul qui donne des avis sur les lois nationales. Et notamment dans un avis sur le modèle espagnol, il y a une critique qui a été faite en disant que parce que les Espagnols et les Croates ont fait ça, ils ont introduit d'abord un article plus petit sur les atteintes sexuelles et maintenant ils sont en train, à cause du Grevio notamment, de réviser leur position pour avoir plutôt le consentement à l'intérieur des articles principaux que sont le viol et la contrainte sexuelle. Donc, moi, j'ai posé le cadre ici national, aussi international. Et puis, je vais poser une petite question préliminaire à M. Sommaruga.
Donc, comment ça se fait pour vous, en tout cas, que le Parlement maintenant s'intéresse à ces questions? Est-ce que les mentalités sont changées? Est-ce qu'ils sont prêts à entendre voilà, une révision du droit pénal plus progressiste? Merci Keya pour cette introduction. Peut-être expliquer comment ça se fait que le Parlement en débat aujourd'hui. Il faut savoir que c'est déjà en 2018 que le Conseil fédéral avait envoyé au Parlement un projet qui s'appelle Harmonisation des peines. En d'autres termes, c'était la volonté du Conseil fédéral de revoir l'ensemble des peines du Code pénal pour pouvoir avoir une certaine cohérence dans la mesure où il y avait eu des modifications successives et il n'y avait plus tellement de cohérence. Dans ce cadre-là, il y a eu 2 projets qui ont été élaborés. Et lorsqu'il s'est agi d'examiner les peines relatives aux infractions sexuelles, il y a eu au sein de la commission une volonté de séparer ce chapitre parce qu'il n'y avait pas seulement la question de la peine elle-même, mais de la définition de l'infraction, alors que pour l'ensemble des autres infractions pénales du Code pénal, il n'était pas question de revoir les définitions. Et donc, on a abordé ce fameux projet 3 que tu as évoqué. Et ce projet, on a demandé à l'administration de pouvoir nous soumettre un projet avec les nouvelles définitions. Ce projet est un projet qui prévoit des alternatives. Il y en a qui sont plus progressistes que d'autres. Certaines visent à rester même pratiquement à la notion actuelle du viol d'abord genré, c'est-à-dire on va dire, une agression sexuelle d'un homme sur une femme. Et puis deuxièmement, avec la notion de la contrainte toujours. Et pas du tout sur la question du non-consentement ou du consentement. Il s'agit maintenant d'un projet et le débat politique n'a pas vraiment eu lieu. Nous avons pris acte de la proposition de l'administration qui ne prévoit même pas la solution du consentement. Nous attendons maintenant la consultation et suite à la consultation, l'administration nous fera un rapport avec des propositions formelles à discuter en commission. Et là, le débat commencera. Le débat qui risque d'être quand même compliqué au Conseil des États, c'est-à-dire le Sénat, dans la mesure où aujourd'hui, l'ambiance dans cette chambre de notre Parlement est extrêmement conservatrice et j'ai des fortes craintes, des grandes craintes du résultat de ce premier débat. Heureusement, on peut imaginer que dans l'autre chambre, puisque nous connaissons en Suisse un système bicaméral, le débat sera plus ouvert et on verra bien ce qu'il ressort au final. On espère en tout cas que la chambre de réflexion devienne vraiment la chambre de réflexion et s'adapte à la réalité actuelle. Merci. Mais est-ce qu'on peut quand même dire que c'est finalement le Conseil des États qui sera quand même déterminant par rapport au Conseil national, sachant c'est la Chambre à convaincre finalement? Oui, bien sûr, on aura un premier débat avec la proposition de la Commission. Ensuite, il faut savoir qu'il y a le système de la navette. Le Conseil national décidera s'il se rallie à la position du Conseil des États ou au contraire s'il souhaite avoir une position différente et peut-être plus progressiste. Et puis, en fonction de la navette, des allers de retour du projet entre les 2 chambres, on espère. Back and forth between the 2 assemblies, and then we hope that eventually we'll get the solution we are asking for, the Socialist Party is asking for, and a lot of people are asking for. Donc, je vais passer la parole maintenant à Sylvia Ingoldsdottir-Germark. On sait donc en Suède est entrée en vigueur cette loi sur le consentement. Yes, we know la loi sur le consentement, mais donc des articles pénals qui incluent la question du consentement pour les infractions sexuelles en 2018. C'est une solution qu'on appelle la solution oui, c'est oui. Et d'après ce que j'ai compris, c'était surtout pour inclure des situations, par exemple, de sidération, donc de freezing, comme on dit en anglais, et puis aussi pour laisser une certaine flexibilité juridique, puisqu'on n'essaie pas de déterminer est-ce que la volonté a été exprimée verbalement ou non verbalement, mais on va chercher plutôt le consentement des 2 parties. Ce qui, par ailleurs, aussi déplace la focale peut-être un peu plus sur la partie
voilà, de l'agresseur. Donc, les questions que j'aimerais vous poser à ce niveau-là, assez rapidement, c'est comment s'est faite un petit peu cette réforme, comment est-ce que vous êtes arrivé à cette solution en Suède, et puis comment ça a été pris par le monde juridique, politique, comment faire accepter l'idée de l'autodétermination sexuelle, en fait, et puis de justifier, de placer finalement l'élément de violence, de contrainte un peu au second plan. Voilà, et puis comment ça a changé la pratique notamment. Merci. Yes, thank you again for inviting me. Oui, merci à nouveau de m'avoir invité. En fait, la loi est entrée en vigueur le 2 juillet 2018, donc quasiment 2 ans. Avant cela, il y avait beaucoup de discussions pendant environ 15 ans. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui? D'accord. Et donc, les juristes étaient plutôt contre, notamment les professeurs de droit. Donc, il y a eu des articles. Il y avait une ONG qui s'appelait FATA, qui fait beaucoup de lobbying auprès des partis politiques. Et en fait, c'était après MeToo que le gouvernement, le Parti socialiste, s'est rendu compte qu'il était important de réformer la loi. Et donc, c'est la raison pour laquelle je crois qu'il y a eu ce changement. Parce qu'il y a eu des critiques, des craintes concernant la loi sur le consentement. Il y a eu tout d'abord des craintes concernant le fardeau de la preuve. Bon, c'est vrai que la plupart des viols, évidemment, sont commis par des hommes sur des femmes. Donc, une des critiques, c'était qu'il aurait fallu que le violeur prouve qu'il ne l'a pas fait ou qu'il l'a fait. Ensuite, je pensais que le public serait déçu par une loi sur le consentement. Je pensais qu'il n'y aurait pas davantage de condamnation. Mais le problème, c'est qu'il était prévu qu'en fait, il y a une utilisation de la violence ou de la force ou de la menace. Et moi-même, mes collègues pensaient qu'en fait, quand on allait changer la loi, il fallait vraiment un changement de mentalité. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait bien entendu beaucoup d'actes qui sont des viols, mais qui ne sont pas accompagnés d'une menace ou de violence. Donc, on dit oui, c'est oui, mais le sexe, le rapport sexuel, c'est un acte mutuel. Mais on pensait que la victime avait la possibilité de dire non, de se débattre. Or, maintenant, c'est l'auteur qui, lui, doit savoir si la personne avec qui il a des relations sexuelles est volontaire ou pas, elle le veut ou non. Donc, maintenant, si vous voulez, la loi se concentre davantage, non pas sur la victime, mais sur l'auteur. Et donc, si vous voulez, ça, c'est un changement de mentalité pour le public également, qui se rend compte que ce n'est pas qu'il n'y a pas que la femme, l'homme également doit tenir compte de la volonté de sa partenaire. Cela dit, en 2017, il y avait 170 condamnations et en 2019, 230 condamnations. Donc, il y a une augmentation de 75%. Et donc, il y a beaucoup d'actes qui sont considérés comme étant du viol aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'utiliser de la force ou de la violence pour considérer qu'un acte est du viol. Bon, aujourd'hui, je défends des victimes. Et beaucoup de gens se disent, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas modifié la loi plus tôt?
Parce que c'est ce qu'on a dans une société moderne, égalitaire. Et en fait, après l'adoption de la loi, il n'y a pas eu de crise. Le débat s'est simplement estompé. Donc, je n'ai pas lu de critique contre la nouvelle loi après son adoption. Et ensuite, on a introduit également la notion de viol par négligence. Bon, ça, c'est un petit peu plus délicat. Parce qu'il n'y a pas tellement de condamnations. Il s'agit plutôt de situations où on prend un risque. Enfin, je ne sais pas, je pourrais toujours répondre à des questions là-dessus. Mais je sais que Amnesty, c'est qu'il y avait déjà expliqué que nous avons ça. C'est plutôt des situations où il y a des viols en groupe. Bon, au début, j'étais un peu sceptique à l'égard de la nouvelle loi, mais aujourd'hui, je suis pleinement convaincu. Et donc, je pense que c'est dommage en fait qu'on n'ait pas eu une réforme de la loi plus tôt. Merci. Merci beaucoup. J'ai lu un rapport du Conseil national suédois pour la prévention de la violence qui disait que on voyait qu'il y avait une absence de la notion de consentement, notamment entre les gens qui se connaissaient. Mais donc, ce serait plutôt des cas de viol entre jeunes qui ne se connaissent pas très bien, qui ne communiquent pas très bien entre eux. Alors, je n'ai pas très bien compris votre question. Pourriez-vous répéter? Oui, c'est surtout parmi les jeunes. Donc, c'est pas tellement lié à la violence domestique entre des couples. Donc, ce n'est pas vraiment un problème de consentement. Oui, vous parlez d'un couple. Oui, en effet. Ça peut être absolument entre des jeunes qui ne se connaissent pas ou alors qui ne se comprennent pas. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la différence entre le viol par négligence et le vol non intentionnel? Oui, c'est un débat que nous avons en Suède, la différence entre les deux. En fait, quand c'est intentionnel, on le fait quand même, même si on connaît la personne et si on connaît sa volonté. Et viol par négligence, c'est que si vous voulez, on prend un risque, on n'a pas demandé à la personne si elle est d'accord pour une pénétration anale, par exemple, et donc on le fait quand même. Donc si vous voulez, c'est vrai, c'est dans la tête de l'auteur, mais enfin, c'est vrai qu'il est très difficile de prouver que c'est intentionnel ou pas. Est-ce que vous avez des questions, Carlos Sommaruga ou Clara Chenely, à propos de ce modèle suédois? Oui, moi j'ai peut-être une question. J'aurais voulu savoir si le changement de loi, il a eu un impact sur la procédure d'instruction. Voilà, qu'est-ce qui a changé? Et vous, en tant qu'avocate, est-ce que ça a changé aussi la manière dont vous accompagnez vos clients devant la justice? Yes. It changed for the prosecutors. Ça a changé pour les procureurs. Il y a davantage de poursuites parce qu'il y a davantage de cas, parce qu'il y a davantage d'actes qui sont considérés comme du viol. Et ensuite, un des grands changements avec la nouvelle loi, c'est que maintenant, on a le droit de faire appel
à un avocat lors de la première interrogation par la police. Et donc, c'est vrai, on a le droit également pendant toute la procédure. Donc, en fait, on a le droit d'être accompagné par un avocat jusqu'au tribunal. Donc, c'est vrai, moi, je peux mieux préparer mes clients. Alors, il y a beaucoup de clients ou de clientes qui me disent oui, je sais que c'est difficile à prouver. Mais c'est vrai, elles déposent plainte parce qu'elles veulent aider, éviter que d'autres ne fassent l'objet d'un viol également. Et maintenant, on se concentre davantage sur ce qu'a fait l'auteur. Donc, on demande moins maintenant aux femmes, mais pourquoi vous n'avez pas crié, pourquoi vous n'êtes pas débattu? Parce qu'auparavant, on disait aux victimes, mais pourquoi vous n'avez pas crié? Pourquoi vous n'êtes pas sorti de la pièce? Pourquoi vous n'êtes pas parti, etc. Et donc, maintenant, on s'interrogeait davantage sur ce qui s'est passé dans la tête de l'auteur. Oui, et puis bon, il y a aussi l'anxiété, la peur, parce qu'on sait que la victime n'a rien fait. Quand on était sidéré, quand on avait peur, quand on avait honte, surtout chez les jeunes, parfois ils ont peut-être trop bu et donc la nuit, ils se réveillent avec quelqu'un dans leur lit, ils ne savent plus qui c'est. Donc il y a un sentiment de honte. Donc, c'est vrai, il y a toujours pas mal de honte et de culpabilité chez les victimes. Mais en tout cas, ça devient plus simple aujourd'hui d'en parler. C'est plus facile d'en parler avec les parents et avec les autres aussi. Ou alors avec le mari. Donc, c'est vrai, c'est un aspect qui fait qu'il est plus facile de travailler sur ce genre de cas maintenant. Et en fait, c'est un aspect qui est très important pour moi. Est-ce que je peux me permettre de poser aussi une question? Moi, j'ai eu l'occasion de voir la vidéo qui a été faite par une chercheuse suédoise sur la première année en fait de mise en œuvre de la disposition pénale, la nouvelle disposition pénale, et elle expliquait qu'il y avait qu'une très petite augmentation finalement des cas qui passaient devant la justice et des condamnations. En d'autres termes, il n'y avait pas vraiment de révolution, mais il y avait quand même une petite croissance des condamnations. D'autre part, si j'ai aussi bien vu cette étude, il y a des condamnations légèrement plus sévères, mais pas beaucoup plus sévères que par le passé. Et ma question est plutôt sur cette question de négligence. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas plus de condamnations que par le passé pour des viols par négligence? Et donc, d'une certaine manière, peut-être amoindrir la responsabilité de l'auteur de l'acte. I read there was a study also 2 years after, and there was just 12. Il y a une étude qui a été faite 2 ans plus tard, donc il y a eu simplement 12 cas de condamnation pour viol par négligence. Donc, ça n'est pas tellement utilisé. C'est vrai, moi je pense que du point de vue judiciaire, c'est peut-être plus facile pour les tribunaux dans certains cas. Mais c'est vrai qu'on parle de viol. Ensuite, le procureur peut poursuivre pour viol et puis ensuite, s'il ne trouve pas d'intention, il ne peut pas prouver l'intention de la part de l'auteur, eh bien, à ce moment-là, il va le qualifier de vol par négligence. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu. Mais en fait, oui, la discussion porte sur la question de savoir qu'est-ce que viol par négligence. Par exemple, dans une situation où quelqu'un dormait, et ensuite, l'auteur dit, quand je me suis rendu compte qu'elle ne dormait plus, eh bien, j'ai arrêté de la pénétrer. Donc, c'est pendant l'acte, quand il s'est rendu compte. Donc, si vous voulez ça, on considère que c'est du viol par négligence.
Merci. J'ai encore une question à vous poser. Question posée par le public et qui concerne le viol par négligence. Quelle est la différence dans les peines entre le viol et le viol par négligence? Donc, for rape and actually 1 year for negligent rape. So it has been 8 months, 10 months, 1 year, and often it minimum 2 years for rape. Thank you very much. Do you have any more questions, Clara or Carlo, to our guest? Okay, so I'm going to ask you, Clara. So you're, bon, il faut que je passe au français, pardon. Donc, je suis désolée, c'était automatique. Tu es en train de décrire donc la prise de position pour l'association des juristes progressistes. Et puis, je voulais te poser la question, voilà, toi, en tant que féministe, qu'est-ce que tu penses, en fait, de cette réforme et qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter? Alors, ce sera, j'imagine, c'est peut-être la position de l'AJP, mais tu peux, ou ta position personnelle, je te laisse dire laquelle des deux c'est. Merci. Alors, la position de l'AJP, elle va être la même que mon avis personnel. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est une législation qui renforce et qui assoit la culture du viol et le mythe sur le viol. Donc, elle est basée sur un postulat, en fait, qui n'est pas conforme à la réalité des violences sexuelles. Aujourd'hui, on a l'idée, quand on parle de viol, qu'il est perpétré par une personne inconnue de la victime qui utilise la violence. On a une victime qui se débat en vain, qui garde des traces sur son corps de l'agression. Alors, il y a des agressions qui sont comme ça, mais elles représentent une minorité des agressions sexuelles qui sont perpétrées aujourd'hui. Nous, on a commencé à s'intéresser en fait à la législation concernant le viol parce que souvent on recevait en fait des victimes et on devait souvent leur expliquer que l'agression qu'elles ont subie, qu'elles nomment comme viol parce qu'on leur a imposé un acte sexuel qu'elles ne voulaient pas, et ben par contre, il n'était pas considéré par la loi comme un comportement, il n'est pas considéré actuellement par la loi comme un comportement répréhensible. Souvent parce qu'il n'y a aucune forme de contrainte qui a été utilisée et que souvent elles n'ont pas forcément réussi à se débattre. On a beaucoup de personnes qui nous racontent le fait qu'elles se sont figées, qu'elles ont eu l'impression de sortir de leur corps. Et ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de sidération. Donc, en fait, pendant l'agression et avant l'agression sexuelle, elles n'ont pas été en mesure de se débattre. On attendait beaucoup de la réforme donc, du code pénal et aujourd'hui, on est déçus. Parce que les premières concernées, les victimes qui ont osé prendre la parole et dire que ça n'allait pas, la loi actuellement, et les personnes qui les accompagnent, les associations sur le terrain, les avocates qui les accompagnent, pour l'instant, elles n'ont pas du tout été entendues. Aujourd'hui, on souhaite que toutes les formes de pénétration non consensuelle soient considérées comme un viol. On demande que l'infraction de viol ne soit pas genrée, parce qu'aujourd'hui, la définition, elle va même plus loin que juste une agression d'un homme sur une femme. C'est uniquement la pénétration pénovaginale qui est considérée comme un viol. Donc, c'est la pénétration d'un pénis dans un vagin. Donc, même une femme qui subit une pénétration anale sans son consentement, aujourd'hui, ce n'est pas considéré comme un viol. Voilà, et la nouvelle infraction intitulée atteinte sexuelle qui comprend les agressions sexuelles lors desquelles il n'y a aucune forme de contrainte qui a été utilisée, elle pourra être punie par cette nouvelle infraction d'atteinte sexuelle. Mais par contre, cette infraction, elle ne repose pas sur l'absence de consentement, puisque c'est le terme contre la volonté qui est utilisé. Autrement dit, la victime, elle devra encore prouver pour que cette infraction soit applicable qu'elle a opposé une résistance qui est parfois pas possible quand on est dans un état de sidération. Un état de sidération, c'est comme je l'ai dit, on sort de son corps et on ne peut plus réagir physiquement. Donc, c'est même pas qu'on peut opposer formuler un non, en fait. Donc, en fait, on demande, pour moi, en tout cas, ça a du sens et c'est pas très compliqué. C'est que lorsqu'une personne souhaite avoir une relation sexuelle avec une autre personne, qu'elle ait le devoir de s'assurer du consentement de son partenaire sexuel. Et je vous promets que quand une personne, elle ne souhaite pas avoir une relation et qu'elle se trouve dans un état de sidération et qu'elle ne peut pas dire non,
son défaut de consentement, le fait qu'elle ne veut pas, ça se voit, on ne peut pas se tromper sur l'état de sidération. Et moi, j'ai envie juste aussi de préciser que cette réforme, à mon sens, elle ne ferait pas autant de vagues si elle ne concernait pas une infraction dont la grande majorité des victimes sont des femmes et la grande majorité des agresseurs sont des hommes. Normalement, en Suisse, quand on souhaite plus pénaliser, quand on souhaite pénaliser des comportements à tout va, on ne se pose pas autant de questions. Et les partis aujourd'hui qui s'opposent à l'extension de la définition du viol sont en temps normal pas contre des réformes pénales qui élargissent le champ d'application des infractions. Donc, on se demande un petit peu ce à quoi on touche quand aujourd'hui on vient vouloir mieux définir ce qu'est un viol. Merci Clara pour ces explications. Carlo, quelle est la position alors du PSS par rapport à cette réforme? Bon, peut-être préciser encore que le Parti socialiste suisse n'a pas encore adopté de position formelle, mais des travaux ont eu lieu, travaux auxquels ont participé d'ailleurs Laurence Feldman-Riel et Christian D'Andrès, les deux élus socialistes au Conseil national. Et cela a amené à un premier avant-projet interne. Mais peut-être avant d'aborder l'idée de ce projet, peut-être relever que pour nous, comme socialistes, nous ne sommes pas en général favorables à un renforcement d'une part des peines et d'autre part de l'introduction de nouvelles incriminations, sauf lorsqu'il y a une nécessité objective de le faire. Or, aujourd'hui, nous constatons que la définition du viol, de la contrainte, ne correspond plus à l'état de la société. Donc, il ne s'agit pas d'introduire un article ou une nouvelle définition dans le code pénal parce que l'on voudrait être éducatif vis-à-vis de la société. Non, il s'agit au contraire de prendre la situation telle qu'elle existe dans la société et de l'intégrer dans le code pénal. Cela semble assez difficile à faire comprendre au sein d'une commission dans laquelle je siège, où ce sont de manière écrasante des hommes qui y siègent et d'autre part des hommes conservateurs. Et donc, ça va être relativement compliqué ce débat. Ceci dit, pour le Parti socialiste, il a été pris en considération le fait qu'aujourd'hui, cette réforme des codes pénaux touche déjà une dizaine de pays qui ont intégré. Nous avons examiné ce qui s'est passé en Suède, aussi ce qui s'est passé en Croatie, aussi où il y a un seul article qui a été adopté. Et puis, naturellement, de manière générale, la revendication qui s'est prise dans la société suisse, c'est-à-dire le mouvement MeToo, ça a été évoqué, mais également le mouvement féministe qui a revendiqué une remise à jour de la définition. Alors, le Parti socialiste est parti sur un certain nombre de principes qui ont déjà été évoqués d'ailleurs par Clara et par Sylvia, à savoir que ça doit être une définition qui est une définition non genrée, ça doit être une définition qui part essentiellement sur le comportement de l'auteur ou de l'autrice et non pas sur le comportement de la victime qui va déterminer dans quelle situation on se trouve. Deuxième chose, c'est que le viol en tant que tel doit concerner tout type d'acte qui porte atteinte à l'intégrité sexuelle de la personne. Et donc, nous nous sommes opposés, nous sommes en voie de nous opposer à l'article 187A qui a été proposé et nous considérons qu'il faut tout simplement avoir un nouvel article qui peut être l'article 190, qui définit ça, le viol, et qui reprend l'ensemble en fait des comportements d'atteinte sexuelle, que ce soit d'ailleurs le fait d'accomplir un acte sexuel ou de faire accomplir un acte sexuel sans le consentement et sans qu'il y ait, ça peut être un acte fait par surprise, ça peut être un acte qui n'est pas fait par surprise, mais où il n'y a pas le consentement. Et nous pensons qu'au centre de la définition, il faut qu'il y ait le consentement. Nous avons longtemps discuté entre nous de savoir s'il fallait choisir le modèle plutôt allemand qui était celui du non-consentement et finalement nous avons opté pour la question du consentement. Et l'idée d'un seul et même article
qui reprennent finalement la notion de viol relativement large, et puis avec des aggravantes. Les aggravantes qui peuvent être les aggravantes thématiques, à savoir la personne qui est incapable, la victime est une personne incapable de discernement ou de résistance. Ensuite, il y a celle qui est une personne qui profite de la situation de dépendance ou de détresse de la victime. Et puis, il y a également des aggravantes sur le comportement de l'auteur. C'est-à-dire que non seulement, comme j'ai évoqué tout à l'heure, il y a le comportement tout simplement d'un acte sexuel sans le consentement, mais après, il peut y avoir un acte sexuel avec pénétration. Act with penetration, and that's an aggravating element that comes over and is added to the rape. Ça a été évoqué, pour nous, c'est une pénétration du corps, quelles que soient les modalités de pénétration, que ce soit buccale, que ce soit vaginale ou anale. Et puis, dernier élément qui est prévu aussi comme aggravante, que nous souhaitons comme aggravante, c'est la question des moyens de coercition ou de menace sur la personne. Comme ça, on a cette espèce de cascade d'aggravantes qui sont là et qui permettent en fait, dès qu'on est dans une situation qui tombe aujourd'hui, qui tomberait dans le cadre du projet sous l'article 187, ce serait déjà un viol. Nous considérons que c'est important. Pourquoi? Parce que la condamnation pour viol est une condamnation qui est quand même stigmatisante. Et que dès lors, nous pensons qu'il est important de faire comprendre par la qualification que le comportement simplement même de gestes sur les parties génitales qui sont faits par surprise constitue déjà une violation de la sphère intime de la personne et de la victime. Et que dès lors, il faut déjà le faire à ce niveau-là. Au niveau des peines, peut-être encore préciser que nous ne sommes pas pour une aggravation des peines planchées, sauf pour la peine initiale, qu'il faut qu'en tout cas il y ait une condamnation d'une année au moins, mais nous pensons qu'il ne faut pas l'augmenter de manière démesurée, parce que l'on aurait peut-être comme conséquence que les tribunaux hésiteraient ensuite à infliger ou à qualifier un certain nombre de comportements d'une manière ou d'une autre. Et dès lors, nous pensons cela. Je terminerai simplement en précisant que nous avons aussi dans notre projet introduit la notion qui est la notion de négligence. Nous considérons effectivement qu'il peut y avoir, surtout dans une conception légale où c'est le consentement qui est au centre, il peut y avoir des situations de négligence et il appartiendra ensuite aux tribunaux de le préciser. J'espère vivement que cette conception que nous défendons comme Parti socialiste puisse trouver une majorité au Conseil des États. Je ne suis pas forcément très optimiste, mais avec beaucoup d'engagement, on espère de pouvoir convaincre nos pairs. Merci. Oui, c'est une vision très, très progressiste. Donc, c'est cet article unique. Si je comprends bien, du coup, c'est bien un article unique. Et puis, on me pose la question ici, mais donc, un acte sexuel avec pénétration continuerait d'être nommé viol? Oui, mais en fait, tout serait nommé, tous les actes sexuels. Est-ce que ça s'appellerait viol, en fait, cet article unique? Peut-être c'est ça la question. Oui, alors l'article, c'est viol. Et puis, on a un viol simple, c'est ce qui serait aujourd'hui l'article 187A. Il y aurait une peine minimum d'une année avec un maximum de 5 ans. Et ensuite, on aurait des aggravantes avec, on peut dire, aggravantes de premier degré, de deuxième degré, de troisième degré. Et puis, avec des peines qui, je ne veux pas dire maintenant ici toutes les peines, mais avec des peines qui seraient toujours plus importantes. Et ça permet en fait de qualifier toute atteinte à la sphère intime, sexuelle, comme étant un viol. Ce que justement le projet de la commission aujourd'hui, présenté par l'administration, ne fait pas, puisqu'il y a d'une part, c'est considéré comme une agression sexuelle, et puis ensuite on a encore la question de la contrainte, et puis après on a encore la définition du viol. Là, il y aurait vraiment la définition du viol pour l'ensemble, avec on va dire des viols
plus ou moins grave selon ce qui est commis comme acte par l'agresseur ou l'agresseuse. Et vu que c'est un projet très progressiste dans lequel il y a même, on comprend la négligence, le viol par négligence qui est inclus, est-ce que ce n'est pas un risque par rapport au fait que justement la Chambre elle est très conservatrice? Bon, non, je crois qu'il faut, il faut poser clairement. Alors, d'abord, il faut voir cette proposition, elle va arriver dans le cadre de la consultation avec celle qui a été exposée tout à l'heure par Clara, celle des juristes progressistes, et puis celle d'Amnesty International et de tout le mouvement, et de toutes les organisations du mouvement féministe. Et donc, il y aura ensuite une évaluation qui sera faite par l'administration et des propositions qui viendront. Il s'agira pour nous de voir quelle est la proposition qui vient, mais quoi qu'il en soit, nous ferons les propositions nécessaires pour pouvoir être dans ce cadre-là. Moi, je considère qu'on fera aussi des auditions avant de rentrer dans le débat et j'espère qu'il y aura une prise de conscience de la part d'un certain nombre de mes collègues sur la nécessité de changer. D'ailleurs, nous étions du côté du Parti socialiste, mais on peut aussi dire des Verts, très surpris d'ailleurs de la proposition de l'administration qui a été ensuite envoyée en consultation, dans la mesure où il n'y avait même pas la variante du consentement qui était intégrée. Et puis, il y a une version de la définition de l'article 190 qui reste identique pratiquement à ce qu'il y a aujourd'hui, ce qui n'était pas pensable. Au début, on pensait qu'il y allait y avoir déjà une modification. Donc, oui, j'espère que cette version puisse être retenue en fin de compte dans les débats. Non, on peut espérer en tout cas que ça passe, enfin, ça met la barre très haut, je pense. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que les parlementaires devront aussi se pencher sur cette possibilité-là, en fait, sur un article unique, sur des atténuantes aggravantes et de finalement, est-ce qu'un viol, c'est un acte avec une pénétration ou pas? Parce que c'est ça ce qui change fondamentalement dans ce projet. Sylvia, est-ce que vous avez une question par rapport à ce projet suisse ou modèle suisse? Non. Non, Okay, non, je n'en ai pas. Non. Clara, tu as encore quelque chose à ajouter? Non, pas sur ce point-là. Je vais te poser la question directement par rapport aux victimes. Hein. Donc, qu'est-ce que ça peut changer? On a entendu déjà Sylvia le dire un peu par rapport au modèle suédois, mais qu'est-ce que toi, tu peux espérer par rapport aux personnes que tu rencontres et qui viennent avec leur cas de violence sexuelle vers toi en tant qu'avocate? Qu'est-ce que tu peux espérer vraiment d'une loi qui soit basée, disons, si elle était basée sur le consentement vraiment? Alors, moi, je pense qu'une des choses qui va être importante, il faut savoir qu'une procédure pénale, dans tous les cas, pour une victime, c'est extrêmement douloureux parce qu'elle aura à plusieurs reprises à raconter ce qu'elle a vécu. Donc, elle va devoir se replonger dans son traumatisme à plusieurs reprises. Elle va devoir le raconter devant la police, devant le ministère public, devant son agresseur, devant son psy, devant les juges. Donc ça, c'est le minimum. Donc, si on modifie les infractions et si elle est basée sur l'absence de consentement, ça va avoir un impact sur l'instruction du dossier, plus particulièrement sur les questions qui seront posées à la victime et à l'agresseur. En tout cas, c'est ce qu'on espère et on peut voir que c'est ce qui s'est passé en Suède aujourd'hui. Pour évaluer si les conditions de l'infraction elles sont réalisées, le procureur et les juges, ils doivent établir s'il y a une forme de contrainte qui a été utilisée. Et ils doivent également établir si la victime s'est suffisamment, entre guillemets, bien sûr, défendue. Donc, beaucoup de questions sont posées à la victime afin de déterminer quel était son comportement avant et pendant son agression. Donc, si elle s'est débattue, si oui, comment, sinon pourquoi, de quelle manière, est-ce qu'elle a crié, mais pourquoi elle n'a pas crié, pourquoi elle n'est pas partie, etc. Ces questions, en plus de la procédure pénale, elles sont extrêmement rudes et elles représentent un traumatisme supplémentaire dans le cadre de la procédure pénale. Et puis, si on arrive au résultat que, selon la jurisprudence du tribunal fédéral, elles ne se sont pas suffisamment débattues, on leur fait porter indirectement en fait, la responsabilité de leur agression. En d'autres termes, si elles ne se sont pas suffisamment débattues, alors ce n'est pas un comportement répréhensible, il n'y a pas de condamnation. Et en fait, si elles ont vécu, si elles considèrent comme une agression,
quitter parce qu'elles n'ont pas agi de la bonne manière. Et ça, aujourd'hui, c'est inadmissible à entendre pour les victimes et c'est inadmissible à entendre aussi pour nous, avocates qui défendons ces victimes. Les infractions de violence sexuelle, ce sont les seules infractions qui demandent à la victime de réagir et de se défendre ou de dire qu'elles ne sont pas d'accord pour arriver à une condamnation de l'agresseur. Le consentement à une relation sexuelle, en fait, aujourd'hui, elle existe par défaut. On ne peut pas partir du principe qu'une personne, aujourd'hui, elle est d'accord d'avoir une relation sexuelle. On doit s'assurer de son consentement à fond d'entreprendre des actes. C'est pareil quand on vous vole un bien matériel. On ne vous demande pas si vous êtes suffisamment débattu pour que ça n'arrive pas. On ne part pas du principe que vous étiez d'accord d'être dépossédé de votre bien. Et c'est pareil pour les relations sexuelles, en fait. Donc, voilà, avec une infraction basée sur l'absence de consentement, la question principale du dossier et que le ministère public et les juges devront examiner, ce sera de savoir si les personnes impliquées dans la relation sexuelle se sont assurées du comportement de leur partenaire sexuel. Les autres questions sur la violence, etc., elles sont importantes, mais elles feront que poser le contexte ou permettront d'appliquer une aggravante, mais ça ne sera pas la question centrale du dossier. Et ces questions-là n'amèneront pas à un acquittement, en fait. Donc voilà, les autorités pénales, elles devront établir si le prévenu s'est assuré du consentement de la victime. S'agissant des preuves, cette réforme, à mon sens, elle va pas changer grand-chose et il appartiendra toujours au ministère public de prouver que l'infraction elle est réalisée et les juges devront toujours acquitter une personne s'ils ont un doute sur la culpabilité ou s'ils ont un doute sur ce qui s'est passé. Dans la plupart des cas, comme c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, les juges, ils n'ont souvent pas de témoin direct de l'agression, ils n'ont souvent aucune preuve irréfutable et ils doivent donc s'appuyer sur des indices qu'il y a au dossier et procéder à une évaluation de la crédibilité des déclarations des parties. Ça sera aussi le cas avec la réforme. Donc, on ne peut pas ici partir du principe qu'il y aura un renversement de la présomption d'innocence. Le travail des procureurs et le travail des juges sera le même. La procédure de plainte auprès de la police, elle sera également la même, elle ne sera pas forcément facilitée. Par contre, ce qui risque d'arriver effectivement, c'est qu'il y aura peut-être plus de plaintes qui seront déposées par les victimes parce qu'elles ne seront pas découragées par un acquittement, puisqu'aujourd'hui, quand on reçoit des personnes qui ont été sidérées, qui ne sont pas défendues ou qu'il n'y a pas eu de forme de contrainte qui a été utilisée, on doit quand même leur dire qu'il y a très très peu de chances, ou quasi aucune chance que l'auteur soit condamné. Donc, il y a beaucoup de personnes qui renoncent en fait à déposer plainte pénale aujourd'hui. Donc, s'il y a une réforme comme on la souhaite, très probablement qu'il y aura une augmentation des plaintes. Je veux juste citer un chiffre aujourd'hui, c'est 8% des victimes qui déposent plainte pénale aujourd'hui. Donc, imaginez-vous le nombre de personnes qui aujourd'hui ne souhaitent pas déposer plainte pénale pour plusieurs raisons, mais notamment parce que l'infraction de viol est trop restreinte. Par rapport à ce que tu disais, par rapport à comment la loi elle est construite, on peut dire un peu qu'il y a cette espèce de présomption de consentement actuellement, à moins que, et donc à moins qu'il y ait la violence physique, psychologique, avec un certain niveau d'intensité, parce qu'en Suisse on considère quand même que c'est un crime, que c'est quelque chose d'important, la peine plancher elle est là, et donc on ne va pas rentrer en matière si on considère que c'est trop léger. Donc à ce niveau-là, ça change aussi le travail finalement aussi de la police, parce que du coup l'une des premiers interlocuteurs des personnes victimes, qui justement sont celles qui hésitent beaucoup à porter plainte, mais c'est parce qu'elles vont aller à la police et elles vont avoir une police qui dit ouais mais attendez, d'après ce que vous êtes en train de me dire, ça va pas forcément marcher. Donc à ce niveau-là, la police probablement va devoir changer de registre, non? Est-ce qu'il y a beaucoup de victimes, en fait, c'est peut-être ma question, qui portent pas plainte parce que, en gros, on leur fait comprendre que ça va pas marcher au niveau de vous en tant qu'avocate, mais surtout dans les stations de police, quoi.
Alors, nous, on ne sait pas ce qui se passe dans les postes de police quand on n'y est pas. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous, quand on reçoit une cliente qui n'a pas encore déposé plainte pénale et qui souhaite aller au bout de sa démarche, on l'accompagne maintenant à la première audition à la police. Maintenant, j'ose espérer que les policiers de la brigade des meurtres ont With them as lawyers, we accompany them to the police precinct. And the truth is, the police sometimes has to ask questions in spite of themselves. I mean, they have to ask, why didn't you fend off the aggressor? Why didn't you shout? Les premières questions qu'ils poseront, en fait, ces questions-là, elles seront annexes. La personne, elle pourra faire un récit libre sur ce qui lui est arrivé et surtout, la personne qui ira déposer plainte, elle n'aura pas peur de ce jugement-là de la police puisque ça ne sera plus l'élément fondamental de l'infraction, en fait. Donc, ça va faciliter, dans un certain sens, le dépôt de plainte. Dans ce sens-là, oui. My question is to Sylvia. Did you see a change in the way the police works with the victims and how they hear their complaints when they have them? Est-ce que vous avez vu un changement dans le comportement de la police quand ils reçoivent des plaintes? Oui, je disais, est-ce que vous avez constaté une différence dans la manière dont la police traite les plaintes déposées? Bon, c'est une question qui est difficile. Je ne dirais pas que c'était la majorité de la police. Mais en fait, c'est le procureur qui va décider si on va instruire un cas ou pas. Donc, avant, quand il n'y avait pas de violence, quand il n'y avait pas de contrainte, eh bien, on disait que ce n'était pas un crime. Maintenant, nous sommes des juristes et des avocats spécialisés, donc nous avons la possibilité de demander et nous avons également la possibilité de poser des questions et d'obtenir la bonne information, mais ça reste très difficile pour les victimes de se présenter à la police ou de se présenter devant un juge. Parce qu'en fait, il y a toujours ces questions de culpabilité et de honte. Oui, pour ce qui est des preuves, est-ce qu'il a été plus facile de démontrer ou d'apporter la preuve du viol? Non, parce que le procureur doit apporter la preuve ou doit avoir la preuve. Et c'est vrai que les gens parlent plus. Ils échangent également parfois des textos avec des auteurs de ces actes. Donc, si vous voulez, les gens ont peut-être moins de honte, et notamment les jeunes. Et donc, c'est plus facile à prouver. Parce qu'à ce moment-là, on peut poser des questions à leur mère ou à leurs amis. Oui. Donc, si on fait face à la violence sexuelle, le message, c'est qu'il faut en parler rapidement. Oui, oui ou non. On peut aller voir un médecin également, mais on peut avoir son journal aussi. Ça peut servir de preuve également, parce que parfois, il y a des plaintes qui sont déposées 4 ans plus tard. Enfin, dans ces cas-là, c'est plus simple. Mais c'est vrai, pour les victimes, grâce à la réforme de la loi, eh bien, c'est plus facile de parler. Donc, si vous voulez, c'est plus elles qu'on regarde de travers. Et qu'en est-il de la sidération? Est-ce qu'il faut un certificat médical pour prouver qu'il y a eu sidération ou pas? Sylvia, non, ça dépend des mots utilisés par les victimes pour l'expliquer, mais je dirais que dans la plupart des cas de sidération, il y a des cas de pénétration vaginale qui était consentie, mais ensuite il y a eu une pénétration anale qui, elle, n'était pas consentie. Dans la plupart des cas, il s'agit de pénétration anale.
how they can express themselves. Mais ça dépend comment les victimes sont en mesure de s'exprimer. Donc, ça dépend de la nature sexuelle. Oui, en fait, le consentement, on a besoin du consentement de tout ce qui est fait pendant la relation sexuelle. Oui, c'est spécifique à la loi suédoise, parce que vous avez cette nouvelle notion de consentement. Parce que ce n'est pas parce qu'on entame une relation sexuelle qu'on consent à tout ce qui va se passer par la suite. Donc, en fait, il faut le consentement pour chacun des nouveaux actes, n'est-ce pas? Oui, mais ce n'est pas qu'on a besoin d'un contrat. Si on ne sait pas si la personne veut ce type de pénétration, eh bien ne le faites pas. Voilà ce dont il s'agit. Il s'agit de savoir parce que c'est un acte mutuel, simplement. Oui, mais j'ai entendu dire qu'il y a une application en Suède. Bon, ça n'est pas utilisé pour le consentement mutuel? Non, 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 on n'a pas ça. Ah, vous ne l'avez pas, d'accord. Si je peux me permettre d'intervenir à ce stade, peut-être qu'il faudra revenir, parce que j'ai vu qu'il y a des questions qui méritent encore d'être clarifiées, mais d'abord sur la question de l'enquête de police. L'introduction de la norme du consentement met quand même le poids aussi sur l'auteur. C'est-à-dire que c'est l'auteur aussi qui doit expliquer son comportement à la police de manière beaucoup plus détaillée et plus importante qu'il ne le ferait aujourd'hui. Et d'autre part, il y a chez les juges une évolution qui a déjà eu lieu au tribunal fédéral, mais qui sera beaucoup plus facile avec la norme du consentement, c'est en fait l'appréciation contextuelle des preuves. Moi-même, j'ai été avocat pour le nombre de mineurs abusés il y a un certain nombre d'années. J'avais défendu beaucoup de ces choses. Et c'est toujours le problème. On est toujours dans une situation de huis clos. Et la preuve, elle ne peut venir que par la crédibilité des discours de l'un ou de l'autre et à un moment donné aussi du contexte dans lequel se déroulent les actes. Et là, je pense que si on est sur la base du consentement, effectivement, on aura, je ne dis pas résolu tous les problèmes, ce n'est pas vrai, mais on aura peut-être une facilitation aussi d'avoir plus de pression sur l'auteur qui doit lui aussi se justifier dans le détail pourquoi à un moment donné il n'a pas pris la peine de vérifier s'il y avait le consentement ou pas. Deuxième chose, c'est par rapport à la remarque qui a été faite disons, tout nouvel acte justifie le consentement. En fait, je pense qu'il y a une interprétation, de mon point de vue, qui n'est pas exacte, c'est-à-dire que le consentement doit être permanent. C'est-à-dire qu'on peut à un moment donné même consentir un acte sexuel, mais à un moment dire stop, je veux arrêter. Et ce n'est pas parce qu'on a commencé un geste, on a commencé une partie de la relation sexuelle que forcément on est d'accord qu'elle aille même de même niveau au bout. C'est-à-dire, et là, je veux dire, si on prend à un moment donné, il y a pénétration consentie, mais si à un moment donné, il y a une volonté que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête aussi. Et donc, il n'y aurait plus le consentement. On ne peut pas régler ça avec une application. On est là sur le récit des personnes, sur la cohérence et sur le contexte général. Donc, la pénale, elle règle une partie du problème. La police, et ça a été très bien expliqué par Clara, la police et la justice doivent aussi le faire. Et puis, il faut naturellement que les mentalités changent par une éducation. Alors, merci Carlos, c'est exactement la transition que je cherchais, c'était ma dernière question. On a un peu dépassé, mais je pense qu'elle reste très pertinente et importante, à savoir, est-ce que finalement il faut changer les lois pour changer les mentalités? Ça veut dire, est-ce que la loi est là, si on change, on fait cette réforme, on va vraiment donner un signal normatif à la société, comme quoi ce qui compte, ce qui est le cœur des relations sexuelles, c'est le consentement. Si ces relations sexuelles sont faites sans consentement, on a une violence sexuelle. Et ça, ce sera l'équation qui serait présentée. Et probablement aussi introduite du coup dans les cours d'éducation sexuelle, en tout cas
idéalement, c'est comme ça qu'on voudrait en tant que féministe. Maintenant, est-ce que c'est pas plutôt dans l'autre sens? Est-ce qu'on s'adapte à une réalité ou est-ce que finalement, avec le droit, on peut faire la politique comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Clara? Alors, moi, je pense qu'une réforme du droit pénal, ça ne va pas être l'unique réponse et ça va pas résoudre tous les problèmes. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette réforme-là, ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir le débat dans la société, ça permet d'être entendu, ça permet d'expliquer beaucoup de choses que beaucoup d'autres de personnes ignorent. Et puis, c'est aussi quand même un signal lorsqu'un État il décide d'adapter ses lois pour défendre les victimes d'agressions, d'infractions sexuelles. On envoie quand même un message à la société. Je pense que ça sera de loin pas suffisant, mais je pense que c'est quand même un élément important rien que pour que le débat en fait il soit amorcé et puis qu'on ait aussi des arguments pour préparer aussi la prévention dans le cadre de l'éducation sexuelle, etc. Donc, ça sera un élément en plus qui favorisera le fait qu'on doit aujourd'hui adapter l'éducation sexuelle parce qu'aujourd'hui, si c'est pas clair pour tout le monde qu'en fait, il faut s'assurer du consentement de son partenaire sexuel et que la notion de consentement elle est à la base de toute relation sexuelle, c'est qu'on a quand même beaucoup échoué dans l'éducation de la population, en fait. Sylvia, you said before that the law really, at the end, was quite well accepted by the population, and it seemed like why didn't we have this law before? Because it was so obvious. Did you? Oui, vous avez dit tout à l'heure que la loi était bien acceptée. Les gens se demandaient mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas réformé la loi plus tôt? Donc, est-ce que vous pensez que la loi a changé les mentalités? Oui, alors. Oui, au début, c'était tout d'abord les juristes, mais maintenant les victimes disent qu'il est important que la loi dise ce qui est le viol, ce qui n'est pas un viol. Parce que les victimes peuvent se dire « ça n'est pas de ma faute, je ne suis pas coupable ». C'est lui qui aurait dû me demander si j'étais consentante ou pas. Et quand je parle avec les gens, oui, vraiment, ça a été une lutte, mais en fait, ça a trait également à l'égalité de genre. J'espère vraiment que vous allez pouvoir bien faire les choses parce que c'est important également de bien éduquer les jeunes. Et il faut bien qu'ils comprennent que les relations sexuelles sont fondées sur le consentement. Quand il n'y a pas de consentement, eh bien, c'est un crime. Et il faut le faire comprendre. Merci. Pour moi, je l'ai expliqué au début. Hein, je pense qu'aujourd'hui, cette réforme du droit pénal n'est pas une réforme à but, je dirais, éducatif. C'est une réforme qui se veut d'intégrer dans le code pénal une évolution de la société, une évolution des mœurs, une évolution de la conception des rapports hommes-femmes et de la manière de vivre le rapport sexuel avec le consentement complet de chacun des partenaires. Et donc, je pense, c'est l'élément principal que je vois dans cette réforme. Deuxièmement, je pense que cette réforme, comme l'a dit Sylvia, va amener la discussion sur l'aspect du consentement et être beaucoup plus présent en fait dans la société, de mettre en lien systématiquement les rapports sexuels avec la question fondamentale du consentement du partenaire. Puis, je pense que le fait que de nouvelles normes puissent être appliquées avec des procès qui pourront être rendus publics participera aussi à finalement on va dire, l'éducation sociale et au changement de comportement avec une prise de conscience. Mais rien ne remplacera, ça a été dit par Clara, ça a été dit par toi, Kaya, finalement tout ce qui est la politique de sensibilisation, la politique genre qui devrait être menée dans les écoles et à tous les niveaux.
Merci. On va prendre les questions. Je suis désolée, on a 10 minutes de retard, mais on va prendre les questions maintenant pendant 20 minutes. J'ai reçu des questions sur Zoom et à travers Facebook aussi. Je vais commencer par une question de Alessandra Fasciani qui dit qu'elle a lu donc, que le droit canadien était particulièrement progressiste et puis qu'il demandait justement que l'agresseur prenne des mesures raisonnables pour s'assurer du consentement de l'autre personne. Donc, c'est un modèle yes means yes. Mais Alessandra note que pourtant les juges sont prêts à tordre le droit pour interpréter selon leurs stéréotypes sexistes. Donc la question c'est, est-ce que finalement, si on adopte un nouveau droit pénal sur cette solution oui c'est oui, est-ce que finalement il y aura une formation des juges? Est-ce que ça ne devrait pas être accompagné d'une formation des juges? Parce que là est aussi le problème. Est-ce que Sylvia, les juges en Suède ont eu des formations supplémentaires? On va peut-être poser cette question déjà. Par rapport au nouveau droit. Did you understand my question? I know that they have been offered, and especially on le leur a proposé. Not a jury, but we have some, and I'm actually going to educate them on Monday, some of them. En fait, moi, je vais participer à une formation des juges lundi. Mais bon, c'est vrai que les juges, parfois, ont le sentiment qu'ils n'ont pas besoin d'être éduqués. Alors, bien entendu, ils ont été informés, ils sont informés, ils connaissent la nouvelle loi. Cela étant dit, les procédures n'ont pas changé. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de nouvelles formations pour les procureurs ou même pour les polices. Cela étant dit, c'est vrai que les juges, ça continue à poser problème. Merci. J'ai une autre question de Jacopo Brabec qui demande, j'ai aussi une question sur la phase d'instruction, donc je pense qu'il fait référence tout au début de la conférence sur ce que disait Clara, concernant l'existence de l'acte sexuel, violence sexuelle, donc pénétration, violation, est-ce que la charge de preuve reste à la victime, ministère public? Si c'est le cas, et il n'y a pas de violence ni des fluides qui restent, comment peut-on prouver l'acte sexuel, la violence sexuelle dans le modèle suédois? It's actually not that big difference than before. En fait, ce n'est pas très différent par rapport à avant, quand il y avait des menaces ou des violences. Très souvent, il n'y avait pas de bleu, il n'y avait pas de blessure. Donc, on tenait les mains ou les bras simplement et on ouvrait les jambes. Donc, ça dépend des réactions après. Quand on va voir un médecin ou quand on appelle quelqu'un ou quand on va voir le psychologue. Et dans la plupart des cas, en fait, c'est quand les victimes parlent avec leurs proches ou leurs amis. Donc, ce sont des personnes qu'on appelle comme témoins dans les tribunaux. Et bien entendu, on a également accès à la vie des médecins. Bien sûr, ça reste difficile. Pour ce qui est des preuves, si vous voulez, on se fonde surtout sur les réactions après. Oui, il y a une autre question. Est-ce que les victimes ont le sentiment d'être mieux traitées par les autorités parce qu'elles ne sont pas obligées de se justifier, de justifier qu'elles n'ont pas provoqué l'agression? Qu'en pensez-vous? Oui. Alors, on sait qu'il y a 5% des victimes qui qui déposent plainte, qui vont jusqu'au tribunal. Ces personnes savent que la police les a écoutés. Les délinquants, les auteurs ont également entendu par la police. Et donc, elles se disent, bon, moi, j'ai été entendu, et lui, il sait aussi qu'il a été entendu par rapport à ce qu'il m'a fait. Et donc, si vous voulez, dans la plupart des cas, je dirais que les victimes sont plutôt satisfaites de la manière dont elles ont été traitées par le système judiciaire. Oui, encore une question pour vous.
Je vous la pose directement. Elle vient de Amnesty International Berne. Elle dit que vous avez dit que la crainte avant la révision, c'est qu'on inverserait le fardeau de la preuve. Alors, est-ce qu'il y a eu réduction de la présomption d'innocence? Sylvia. Non, c'est le procureur qui doit prouver l'intention de l'auteur. Donc, comme dit, je n'ai pas lu d'article après l'adoption de la loi qui a montré que cela ait vraiment été fait. Donc, si vous voulez, cette critique, elle n'existe plus. Qui est l'ancienne juge et aussi membre des groupes féministes, de la grève féministe, elle pose la question, est-ce qu'on pense que dans le cadre d'un procès, ce sera plus facile de prouver en fait l'absence de consentement de la victime que de prouver la contrainte comme actuellement? Est-ce que ce sera plus facile en fait? Alors, je pense que, de nouveau, c'est ce que j'ai expliqué, c'est la crédibilité des déclarations des parties qui va être très important, puis les indices convergents qui pourront appuyer la crédibilité de chacune des parties. Donc, on n'a pas dit que ça sera plus facile. Ce qui est important dans cette réforme, c'est qu'il y ait toutes les agressions sexuelles qui soient considérées comme des comportements répréhensibles. Donc, je ne pense pas que ça sera plus facile, mais ça se basera beaucoup sur les déclarations des parties. Et merci. Il y a 2-3 questions à propos du viol par négligence dont on a parlé au début. Sylvia, est-ce que tu pourrais redire juste la définition du viol par négligence il y a des personnes qui le demandent, surtout aussi Muriel Gollet qui nous demande est-ce que finalement c'est pas un peu la même chose que... No, I don't have it actually in English, but it's about when a person is gross negligent. It's very, very... En fait, c'est la négligence grave. Négligence, donc viol par négligence grave. Quand une personne dit que pendant le rapport sexuel, la personne a dit qu'elle ne voulait plus et donc l'autre a arrêté. He wouldn't have penetrated her if he knew she didn't want to. But après, le tribunal dit bon, il ne l'aurait pas pénétré s'il avait su qu'elle ne voulait pas, mais il a quand même pris de risques, donc il a commencé à la pénétrer. Et ensuite, quand elle a dit non, il s'est arrêté. Bon, c'est un des problèmes de savoir qu'est-ce que le viol par négligence. Qu'est-ce qui est négligent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Par rapport au projet actuel du Parlement sur les atteintes sexuelles, c'est pas la même chose que le viol par négligence. Mm-hmm. Non, c'est pas la même chose. Bon, peut-être rappeler à celles et ceux qui ne sont pas des juristes ou des avocats, mais là, je parle sous le contrôle de Clara, qui est beaucoup plus dans la profession que je ne le suis aujourd'hui, c'est que, en fait, dans le code pénal, le principe est que l'on est condamné uniquement si l'on commet un délit ou un crime de manière volontaire, c'est-à-dire à dessein. Et puis, il y a une autre considération, c'est celui qui finalement, ou celle qui finalement commet un acte en ayant évalué très bien la situation et qui prend le risque de commettre son acte, et c'est ce qu'on appelle, et avec derrière un crime ou un délit, et c'est ce qu'on appelle le dol éventuel. Par contre, il faut que pour qu'il la négligence pour que la négligence soit prise en compte et donc sanctionnée, il faut que ce soit précisé dans la loi. Il existe, par exemple, en matière d'homicide ou de meurtre, il y a l'homicide par négligence, c'est-à-dire qu'il y a eu mort d'homme dans une situation où on n'avait pas envisagé que tel était le cas. C'est en général les situations de conducteurs de voiture, c'est-à-dire qu'on prend un risque, pense pas aux conséquences, et ensuite il y a là une situation de meurtre, disons, d'homicide par négligence. Et puis en matière de rapport sexuel, dans la mesure où
il y a tout acte non consenti est considéré comme un viol, même sans qu'il y ait pénétration, même sans qu'il y ait contrainte, sans qu'il y ait violence. Et à partir de là, il est possible que du côté de l'agresseur, de celui qui commet l'acte, il y ait une mauvaise évaluation de la situation et qu'il n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et que dans ces conditions, il est condamné pour négligence. Mais ce n'est pas de manière générale. Qu'est-ce que c'est un acte par négligence? C'est dans chaque situation, au cas par cas, le juge sera amené à voir s'il y a eu négligence ou alors s'il y a eu intention de la part ou intention ou dol éventuel de la part de l'auteur de l'agression. Merci. Il y avait une question par rapport à l'augmentation aussi du nombre de condamnations. Là, je pense que je peux répondre directement. Il y a une augmentation de 75% de condamnations, mais comme l'a dit Sylvia avant, ce n'est pas des condamnations forcément liées au viol par négligence, c'est des condamnations même principalement liées à la définition au viol comme il était auparavant. Donc voilà, ça répond peut-être à la question de Muriel Gollet. J'ai encore une question de Sandra Bornand qui demande est-ce qu'il y a un travail plus approfondi, peut-être c'est une question pour Sylvia concernant ce qui se passe plutôt en Suède, est-ce qu'il y a du coup un travail plus approfondi du gouvernement auprès notamment des hommes en fait, bon, il y a au niveau de l'éducation sexuelle, mais après au niveau des agresseurs aussi, est-ce qu'il y a un plus grand travail qui est fait après pour éviter les récidives notamment? Is to me in Sweden? Yes, there is. Oui, pour les agresseurs, oui, mais ça existait aussi avant. Donc, il n'y a pas plus d'argent qui est investi actuellement après l'adoption de cette loi? Just, appointed for the aggressors or the... Vous voulez parler de l'agresseur? Non, bien sûr, beaucoup plus. Oui, maintenant, il y a beaucoup plus de travail éducatif qui est fait. Oui, les choses ont changé. J'ai lu que c'était 60 millions de krones le budget contre les violences faites aux femmes, c'est juste? Ce krone, les couronnes suédoises, 60 millions, c'est possible? Yes, it can be. Ouais, oui, c'est possible. Actuellement, c'est 3 millions. Et je ne sais plus exactement quel est le change avec la couronne suédoise, mais il y a d'après ce que j'avais calculé, une grosse différence. Alors, merci beaucoup. On n'a pas davantage de questions et puis c'est bien parce qu'on arrive gentiment au bout. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose, Clara ou Carlo ou Sylvia? On va faire un dernier tour. On va commencer par Clara. Non, je n'ai pas particulièrement de choses à ajouter. Je suis très contente, en fait, de rencontrer Sylvia et de pouvoir avoir un aperçu de ce que pourrait être la situation avec une modification de la loi. Elle a notamment dit quelque chose de très important, c'est que les victimes, que la honte changeait de camp, en fait, avec la réforme de cette loi. Voilà, nous on a eu beaucoup ce slogan utilisé, que la honte change de camp. Je pense que c'est un slogan qu'il faut continuer d'utiliser et surtout dans le cadre de cette réforme. Merci, Sylvia. I think I said it before, but Comme je l'ai dit, j'espère que vous allez donc vraiment changer la loi pour qu'elle devienne plus progressiste. Oui, c'est très important pour toute la société et pour les jeunes, bien sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation, Carlo. D'abord,
Je remercie le groupe Égalité du Parti socialiste genevois d'avoir organisé ce débat, puisque je trouve qu'il a été extrêmement riche. Et puis, la deuxième chose, c'est que le processus législatif ne fait que commencer, à savoir qu'on dépose maintenant des prises de position. Et effectivement, tu as bien fait de le dire, Kaya, il faut qu'il y ait un maximum de prises de position, d'organisations engagées ou, disons, qui interviennent sur le droit aussi de qu'elles prennent position. Et au-delà de cette prise de position, il faudra être extrêmement attentif et maintenir une pression politique sur le Parlement pour que le Parlement, et notamment le Conseil des États, fasse une réforme qui aille dans le sens de ce qui a été développé ce soir, soit par Sylvia que Clara. Merci beaucoup. Donc, je rappelle qu'au niveau du PS, notamment le PS Femmes, a un site internet où on peut se renseigner un peu davantage et on peut notamment écrire, il y a une lettre qui est proposée qu'on peut envoyer au Conseil d'État, c'est www.sol-1-oui.ch et ça présente justement qu'est-ce que la position du PS Femmes notamment. Et puis, dans 2 semaines, on va organiser donc la grève féministe au niveau roman. On va organiser une conférence, cette fois-ci avec des militantes féministes suédoises de FATA et des militantes allemandes qui ont aussi lancé une plateforme qui s'appelle Seul un oui est un oui. Parce qu'en Allemagne, il faut savoir, donc il y a encore cette définition plutôt contre la volonté. Et donc, même si c'est une version plus progressiste, les féministes allemandes veulent une définition qui soit réellement basée sur le consentement. Donc, on rencontrera ces militantes féministes dans une conférence dans 2 semaines avec la grève féministe. En attendant, je vous invite aussi à suivre la campagne donc, du PS Femmes sur le site Seul un oui, et puis la campagne de la grève féministe aussi sur la page Instagram @passe en non consentement, tout attaché. Qui est vraiment intéressante et où il y a des éléments d'information, notamment qui sont sortis aussi sur qu'est-ce que c'est la culture du viol et sur les chiffres, le nombre de victimes en Suisse. Finalement, j'aimerais remercier donc le secrétariat du Parti socialiste genevois qui a organisé cette rencontre au niveau technique, tous nos intervenants d'avoir accepté de venir. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Et puis Amnesty International aussi pour avoir donné le contact de Sylvia. Il faut savoir que c'est la première conférence internationale du Parti socialiste genevois qui a été interprétée. C'était donc un défi, mais on espère que c'était intéressant et ça nous tenait à cœur de nous ouvrir à d'autres horizons parce qu'on ne peut pas toujours considérer qu'en Suisse, on sait mieux. On est toujours très fiers de notre démocratie et c'est tout à fait juste, mais il faut aussi s'inspirer de modèles qui sont dans d'autres pays. Donc, voilà, je voulais remercier tout le monde pour cette discussion très riche. Si une des personnes a envie d'avoir un enregistrement, vous pouvez de cette discussion, vous pouvez écrire au secrétariat du PS Genevois psg@ps-ge.ch pour avoir un enregistrement de la discussion en français et en anglais. C'est sans problème. Je dis ça aussi pour Sylvia, si vous voulez un souvenir de notre discussion. Voilà, il me reste à vous remercier et puis vous souhaiter une bonne soirée. Oui, yes. I forgot to say thank you. J'ai oublié de dire merci. Merci à vous de ce travail extraordinaire que vous avez effectué. Et je vous souhaite bonne chance. J'étais très impressionnée par le travail que vous effectuez. En effet, il y a de cela 2 ans, depuis 2 ans, beaucoup s'est passé, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts et je suis optimiste, je crois en le changement, je suis sûre qu'il y aura un changement. Merci. Merci, on fera de notre mieux. Thank you and good evening. Have a nice evening. Thank you all.